compétences principaux donc, concernent la vérification de programmes, et c'est-à-dire développer, mettre en œuvre des techniques pour vérifier qu'un programme fait bien ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il est conforme à sa spécification. Mais que se passe-t-il lorsque ce n'est pas le cas? C'est-à-dire lorsque, par exemple, on a fait une campagne de test et on constate que dans un des cas de test, donc dans un cas de figure, le programme ne donne pas le résultat que l'on attendait. Donc là, on rentre en général dans ce qu'on appelle une phase de débogage, de debugging, et ça peut être très coûteux. Et donc, il existe des techniques de réparation automatique de programmes qui vont alléger cette phase donc, de correction de bugs. Alors, dans cet exposé, je vais donc vous faire en fait un état de l'art rapide des techniques qui existent pour réparer automatiquement un programme buggé et vous présenter quelques applications. Et je vais pas, en fait, mon exposé diffère peut-être de celui des autres. Je ne vais pas présenter de résultats personnels sur ce sujet, parce qu'en fait, j'en suis à une phase de lecture de la bibliographie, etc. Et quand ce thème est arrivé, quand il a été proposé par les SI, j'étais justement plongée dans la lecture de tous ces articles et je me suis dit que ça tombait parfaitement et que je pouvais donc vous présenter ces techniques que moi je voudrais en fait appliquer à de la correction de preuves formelles. En effet, je vous ai dit que je faisais de la vérification de programme et moi je le fais par de la preuve. Et ce sont des démonstrations que l'on fait par ordinateur, ça ressemble à des programmes, et quand il y a des changements, eh bien, nos preuves, elles cassent. Et donc, que faire pour les réparer? Voilà le contexte. Donc, effectivement, imaginons qu'on est en train de développer un programme, donc on l'a spécifié, c'est-à-dire qu'on a écrit plus ou moins formellement ce qu'on attendait de lui, on a écrit son code, et maintenant il faut le vérifier et le valider. Et donc, imaginons qu'effectivement, on trouve un bug, d'accord? Et il y a différentes techniques pour déterminer, pour détecter ces bugs. On peut faire de la preuve de programme, comme je vous l'ai dit, mais on va faire ça dans des cadres en général assez critiques, quand il s'agit de vérifier un programme qui va rentrer dans un métro, un train ou dans une salle d'opération. Mais ce qui est utilisé encore le plus couramment, c'est le test, c'est-à-dire que l'on essaie le programme sur des données que l'on a choisies plus ou moins judicieusement, qu'on espère représentatives, et on établit un verdict, est-ce que ça correspond à ce qu'on attendait ou non? Donc imaginons qu'effectivement ça ne corresponde pas, le résultat qu'on obtient devait être 4 et on obtient 200. Donc va ensuite démarrer la phase dite de débogage qui se décompose en deux étapes, la localisation de l'erreur dans le programme qui a provoqué ce bug, et ensuite la correction en elle-même, c'est-à-dire la modification du code de manière à faire que cette erreur disparaisse. Alors, vous avez la petite image là que j'ai trouvée qui illustre effectivement le fait que ça peut être très coûteux si on fait ça manuellement. On passe 6 minutes à coder une fonction et on va passer derrière 6 heures à la débugger. Donc, la réparation automatique consiste effectivement à automatiser ces étapes 2 et 3, donc en proposant, en appliquant des petites modifications de code qu'on va appeler un patch. Et dans la suite, je vais parler de patch. Donc, première remarque, ces techniques que je vais présenter a priori en vous parlant de code source ou en vous montrant du code source peuvent s'appliquer sur du code binaire. Et la deuxième remarque, c'est que ces techniques sont là pour corriger ce qui a été écrit. Elles ne peuvent pas inventer ce qui manque. C'est-à-dire que si vous êtes passé à côté d'une fonctionnalité en écrivant votre programme, il manque un cas, ces techniques ne vont pas pouvoir vous permettre de les inventer. Alors les applications, l'application la plus immédiate, elle va consister à augmenter la productivité du développeur, et ça pourrait se faire en mariant l'intégration continue avec ce type de technique, donc en suggérant des patchs de correction.
Donc, ce n'est pas de l'ordre du rêve, hein, donc ça existe effectivement. Il y a pas mal d'outils qui ont été proposés pour faire ce type de choses. Je vais en citer deux. Donc, je vais citer Sapfix, qui est développé et utilisé chez Facebook et qui est relativement récent et qui est dédié donc à la réparation automatique d'applications Android. Donc, vous imaginez le développeur Facebook en train de développer son app. Il l'a mise sous GitHub. Il y a un processus d'intégration automatique qui fait qu'à chaque modification, ou presque, disons périodiquement, des tests sont appliqués, donc pour vérifier qu'on n'a pas perdu en fonctionnalité en corrigeant un bug, par exemple. Et ça ne s'arrête pas là. L'outil propose aux développeurs des patchs pour corriger son erreur. Un deuxième outil, c'est le bot qui s'appelle Repairnator, donc qui lui est un outil plus académique et qui lui aussi propose des patchs aux développeurs pour des projets open source. Donc là, dans les deux cas, c'est de l'automatique, certes, parce que les patchs sont proposés automatiquement à partir du code source et des tests, mais c'est le développeur qui a le dernier mot, qui va accepter ou rejeter le patch. Et on constate, les articles le montrent, que le taux d'acceptation de ces patchs par des développeurs a priori confirmés est élevé. Donc, ça suppose que ces patchs sont de bonne qualité. On peut aussi servir de ces outils pour réparer des erreurs liées à la sécurité, donc pour réparer des classes de vulnérabilité de sécurité. Donc, par exemple, tout ce qui est lié au buffer overflow. Et en général, ce sont des patchs d'une ligne. Donc, ça se marie bien avec ce type de technique. Troisième exemple qui va plutôt s'adresser aux enseignants que nous sommes pour la plupart. Donc, on peut utiliser ce type de technique dans des tuteurs intelligents, donc en particulier pour l'apprentissage de la programmation. Donc, ça peut servir à auto-évaluer l'apprenant et ça peut aussi servir à suggérer des solutions. Donc, sans aller jusqu'à la correction, essayer de donner des indices à l'apprenant pour qu'il trouve une solution. Donc, ce type de technique s'utilise, mais pas tel que. Il faut un petit peu d'adaptation par rapport à ce qui est fait pour de la correction de programme. Et enfin, ces techniques s'utilisent sur des systèmes autonomiques, par exemple, donc des systèmes dits self-healing, c'est-à-dire qui se réparent eux-mêmes en cours de production. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre, par exemple, à un changement d'environnement, un changement de mode de communication, il y a moins d'énergie, etc. Donc, il faut effectivement s'auto-adapter. Il y a trois types de techniques. Il y a des techniques heuristiques, des techniques sémantiques et des techniques basées sur l'apprentissage automatique. Alors, je vais les passer très rapidement en revue. Donc, la réparation heuristique ici, à partir d'une suite de tests. Donc, vous avez un programme, vous lui avez passé un certain nombre de tests, et puis il y a au moins un test qui est en échec, c'est-à-dire que le résultat obtenu par ce programme n'est pas celui que vous attendiez. Et il nous faut aussi quand même quelques tests en succès, c'est-à-dire où on a adéquation entre les deux. Donc, à partir de là, on va avoir une phase, comme je vous l'ai dit, de localisation des fautes. Et cette phase de localisation des fautes, elle peut se faire, et elle se fait souvent de manière statistique. C'est-à-dire qu'à chaque instruction ou à chaque ligne du programme, on va calculer un score qui correspond grosso modo au nombre de fois où cette instruction, elle apparaît dans les tests en échec. Et donc, celle qui aura effectivement le plus grand score, eh bien, ce sera la plus suspecte. Donc, on va se focaliser sur ces instructions les plus suspectes et ensuite, on va se lancer dans une phase itérative où on va générer des candidats patch et ensuite, on va les valider. Les valider comment? Eh bien, en réutilisant notre suite de tests de départ. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à trouver un patch final qui, lui, passe tous les tests. Alors, c'est par exemple ce qui est utilisé dans GenProg, qui est un outil qui a une dizaine d'années et ses variantes.
Et la génération de candidats ici, elle se fait à base de mutation de code, c'est-à-dire qu'on va remplacer, détruire une instruction, on va la modifier, on va remplacer par exemple, si c'est une affectation, son membre droit par une autre expression. Et cette autre expression, on ne va pas la prendre de nulle part, hein, on va la prendre dans le programme elle-même, elle apparaissait à un autre endroit, bien on va la mettre dans l'instruction la plus suspecte en espérant qu'effectivement ça va corriger le bug. Et la phase de validation, comme je vous l'ai dit, elle va prendre le programme, appliquer le patch et puis essayer de refaire passer tous les tests. Et on va lui calculer, à ce programme patché, un indice de fitness, donc qui est le feedback. Et cet indice de fitness, eh bien, c'est le nombre de tests passés. Et ben, si à partir de, s'il ne convient pas, c'est-à-dire que tous les tests ne passent pas, eh bien, on va chercher donc à le muter à nouveau en essayant de prendre en considération effectivement cet indice de fitness. La réparation sémantique, elle va se servir des tests en fait de manière différente. Elle va s'en servir pour déterminer le morceau de code qu'il faudrait substituer à l'instruction la plus suspecte. Donc ici, on a, vous voyez, ça n'est plus itératif, on a une phase d'extraction de contraintes à partir de ces tests, puis on aura une phase de synthèse de code pour déterminer le patch. Alors, un exemple rapide pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, les outils, ils sont un petit peu plus récents, c'est Semfix, Angelix. Et Angelix, il est très intéressant parce que l'erreur ne provient pas nécessairement que d'une ligne, une seule. Ça peut être une erreur à la ligne 4 et à la ligne 10. Donc, il faut aussi être capable de prendre en considération ce type de configuration. Et c'est ce qu'on appelle des erreurs multilignes. Et la génération d'outils tels que Angelix permet ce type de choses. Donc, voici un exemple très simple donc, que j'ai emprunté à ce chercheur donc, de Singapour qui a beaucoup travaillé sur ce type de problème. Donc, voilà un programme et donc je le teste. D'accord. Alors, c'est une petite fonction qui prend 3 entiers en entrée et qui calcule en fait un résultat qui est 1 ou 0. En fait, c'est un bout de code qui est dans les avions et qui sert à déterminer s'il y aura collision ou pas, ou quelle est la réaction qu'il faut faire pour éviter une collision entre 2 avions, et ça, c'en est un petit morceau. Donc ici, on a exécuté 5 cas de test. Donc vous voyez ici les 3 valeurs des paramètres d'entrée. Donc ici, on l'a essayé avec 1, 0, 100, une autre fois avec 1, 11, 110, etc. On a bien sûr le résultat obtenu. Donc ça, c'est l'observed output. Bah, vous exécutez le programme ici et vous obtiendrez les résultats qui sont dans cette case, dans cette colonne, pardon. Et l'expected output, eh bien, c'est ce que l'expert attend comme résultat. Et donc, vous constatez qu'effectivement, quand il n'y a pas adéquation entre la colonne résultat observé et résultat attendu, eh bien, on a un fail. Donc, ça veut dire qu'on a un test en échec. Donc, à partir de là, je vais lancer ma localisation statistique et elle me dit que l'instruction la plus suspecte, c'est celle qui est à la ligne 4 que vous avez ici en rouge. D'accord ? Alors, on fait un calcul de poids, etc. C'est assez simple à déterminer. Et donc, à partir de ces tests, je vais donc essayer de remplacer l'instruction suspecte par une instruction qui a cette forme-là. Donc, on veut en fait synthétiser la fonction f ici, qui prend les 3 paramètres inhibit, upsep et downsep, et on va essayer de déterminer en fait quelle forme doit avoir, ça cache une expression, quelle forme doit avoir ce morceau pour fournir les bons résultats. D'accord ? Alors, on fait ce qu'on appelle de l'exécution symbolique, c'est-à-dire qu'on se place ici, pour un test donné, on se place à l'instruction 4, et puis on envisage eh bien, les contraintes qu'il faut avoir sur ces valeurs pour arriver à un résultat qui est, par exemple, dans le cas du test 1, du test 2, pardon, le résultat 1 n'est pas 0. Alors, on arrive à
en exploitant les différents tests, on arrive à ces 3 contraintes qui sont ici. Donc, il faut que cette fonction appliquée à 1, 11 et 110, elle nous donne un résultat qui soit strictement supérieur à 110. Mais il faut aussi que lorsqu'on l'applique sur 1, 0 et 100, elle nous donne un résultat qui est inférieur ou égal à 100. Et enfin, si on l'applique à 1, moins 20, 60, il faut qu'elle nous donne un résultat strictement supérieur à 60. Et donc, que va-t-on maintenant faire? Eh bien, on va essayer par de la résolution de contraintes, par des techniques, disons, plus ou moins intelligence artificielle, mais la vieille intelligence artificielle, essayer de déterminer la forme de f. D'accord? Alors, on va, par exemple, aboutir à ceci, donc à savoir que f, ben, en fait, c'est juste, si on ajoute 100 à son deuxième paramètre, eh bien, on respecte tout à fait les contraintes qui sont là quand on les applique sur les 3 jeux de données, et ce sera donc ce morceau de code qui va venir remplacer l'instruction qui était erronée. Donc voilà une technique qui marche bien et qui s'applique donc aussi à des erreurs multilignes. Le dernier type de technique, qui est sans doute le type de technique le plus récent et dont j'ai envie de dire, les contributions sont très très nombreuses à l'heure actuelle, eh bien, c'est ce qui va utiliser donc l'apprentissage automatique, le machine learning. Et donc, l'idée, c'est qu'on va partir d'un corpus de code pour inférer des modèles de patch. Alors, ce corpus de code, eh bien, c'est tout ce qu'on trouve dans nos dépôts, dans les répertoires, etc. Hein, principalement, tout ce qui est dans les espaces collaboratifs SVN ou Git. Et une fois qu'on a ce modèle de patch, eh bien, on peut prendre notre programme buggé qui est ici et donc utiliser donc, ce système d'inférence pour obtenir la prédiction d'un patch. Et une fois qu'on a ce patch, eh bien, effectivement, on peut aller donc vers de la synthèse, on peut aller vers de la mutation et obtenir donc effectivement le patch recherché. Alors, on a aussi des approches où on va faire de l'apprentissage de bout en bout, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout se rebrancher sur les deux types de techniques précédentes, où on va tout simplement avoir une boîte noire, enfin, que moi je vois comme une boîte noire, qui va prendre en entrée un corpus de code et de code corrigé avec des erreurs, etc. Et le système en général de l'apprentissage profond va nous fournir un patch, d'accord, qu'on va soumettre aux développeurs pour avoir plus de retours éventuellement, pour reboucler et ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup de propositions à l'heure actuelle. Vous voyez des papiers assez récents. Donc je vais conclure donc effectivement en rappelant que c'est un sujet qui a été abordé il y a qui est un vieux sujet, si j'ose dire. On travaille sur ce sujet depuis longtemps, mais les contributions sont vraiment très nombreuses et fructueuses depuis une bonne dizaine d'années. Donc, beaucoup d'approches, beaucoup d'outils, surtout des outils académiques. Quoique vous l'ayez vu, le monde industriel y vient, avec ce que je vous ai cité par exemple sur Facebook. Il y a effectivement beaucoup d'approches et on peut attendre des approches prochaines encore plus nombreuses qui utilisent l'apprentissage automatique, parce qu'il y a quand même un fort regard du monde du génie logiciel sur les techniques de l'apprentissage automatique. Et pour finir, je dirais que pour évaluer une technique ou un outil, il faut considérer les 3 critères suivants. Donc, comment cet outil effectivement passe à l'échelle. Bon, la taille du programme à réparer, est-ce que c'est des petits programmes, est-ce que ce sont des gros programmes? Il faut aussi considérer la réparabilité, c'est-à-dire quelle classe de défauts ces outils sont susceptibles de réparer. Et enfin, quelle est la qualité des réparations?
C'est-à-dire, est-ce que ce sont des patchs petits, localisés? Est-ce qu'éventuellement, ils vont détruire des fonctionnalités pour faire passer un certain nombre de tests, par exemple? Et la qualité aussi de ces réparations, on peut aussi la juger par le taux d'acceptation des développeurs. Merci pour votre attention.